Bonjour et bienvenue à Pacte Pot. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Comme toujours, je suis très content d'être là avec un certain deuxième ligne de 2 mètres qui s'appelle Théodore de Saint-Rémy. Comment tu vas, mon cher Théo? Très bien, mais j'irais mieux si tu faisais honneur aux filles quand même. On est là avec T'as vu, Amélie. C'est pas parce qu'elle joue pilier T'as avec raison. des cocards et tout que faut la prendre pour notre pote de régiment. Amélie, introduce yourself, please. Merci. Alors déjà, j'ai presque plus de coca. On en voit enfin le bout. Et du coup, il faut faire combien d'épisodes avec les packs de potes pour mettre un peu les filles en premier, là? Ouh là là, environ 170, mon cher Amélie. Écoute, j'espère que vous avez passé un très bon week-end avec plein de rugby. On va parler de tous ces belles matchs qu'il y avait à la télé ce week-end. Mais en fait, ce week-end, c'était assez spécial pour moi, parce qu'il y a une fête américaine qui s'appelle le Thanksgiving. Donc, j'ai pas pu regarder tous les matchs en live parce qu'on fêtait le Thanksgiving chez moi. C'est la fête américaine. En fait, lorsque cet épisode va sortir, c'est le jour d'après. C'est normalement le 4e jeudi de novembre. Et voilà, on a célébré ça à la maison avec 2 dindes parce qu'on avait 15 personnes en tout. Donc, on avait 2 dindes de 5 kilos et voilà, un super repas. Et c'est Théo, tu as pu assister à un Thanksgiving avec notre copain commun, Charlie. Long time ago, n'est-ce pas? Oui, exactement. Oui, ça nous rajeunit pas. Et moi, j'ai vu que ce week-end, Thierry, dans le Jura, il avait fait moins 35 dans une combe, là, l'endroit le plus froid de France. Oui, exactement, à 20 minutes de chez moi. J'espère que tu n'étais pas là avec tes dindes. Non, mais j'étais pas très loin et on avait beaucoup de neige. Écoute, un petit remerciement. Donc, comme c'est Thanksgiving, c'est le moment de donner des remerciements. Moi, je veux vous remercier nos chers écouteurs qui sont là avec nous depuis 2019 maintenant. Donc, ça fait un paquet d'années. Donc, merci d'être là. On va vous demander de faire un peu d'aide. C'est de taper le like sur l'Instagram et le Facebook et aussi partager cet épisode autour de vous. On est en fait, j'aimerais bien être un peu mieux placé dans les podcasts sur le ranking Apple. Normalement, on était dans les top 10, mais on a glissé un petit peu. Donc, je compte sur vous pour partager autour de vos copains. Ça va nous faire plaisir. En parlant des copains, je pense qu'on a un petit mot de Bex Flanagan sur Instagram, Théo. Oui, un grand mot. Elle a dit 2 choses en écho à ce que j'ai évoqué la semaine dernière avec le fameux joueur All Black qui s'appelle Fainga Anuku, qui effectivement a un deuxième prénom absolument fantastique qui est Twickenham, mais il s'appelle aussi Wales. Donc en fait, tout ça, c'est lié au fait que son papa jouait pour les Tonga à la Coupe du Monde 99, et que la Coupe du Monde 99 était au Pays de Galles, donc Wales, et que les Tonga ont joué à Twickenham et avaient notamment battu les Italiens pendant cette Coupe du Monde. Donc voilà, il s'est dit, soyons fous, mon fils va s'appeler Wales Twickenham. Voilà. Et puis il finit international de rugby. Je trouve que c'est quand même vraiment pas mal du tout. Et puis elle nous a fait un petit commentaire en disant qu'elle était pas d'accord avec moi sur le fait que Jelonge pourrait être un bon capitaine. Moi, j'avais dit qu'un leader par l'exemple comme ça me paraissait bien. Elle dit attention, il faut bien parler anglais aujourd'hui pour être capitaine. Greg Aldridge, c'est le cas. Je vous rappelle que son papa est écossais, donc il parle certainement bien la langue de Shakespeare, mais moi, je continue de penser que c'est pas parce que le rugby a été inventé par les Anglais et que la plupart des arbitres sont anglophones qu'il faut que ce soit ce critère-là qui drive le choix du capitaine de l'équipe de France. Donc, même si je comprends ce que vous dites, ma chère Bex Flanagan, je suis pas d'accord. Oui, non, je rejoins Théo. Si on devait mettre en critère l'anglais pour déterminer un choix, bon, je pense que ça éliminerait pas mal de monde. Malheureusement. On n'est pas sur un terrain de rugby pour nos capacités en anglais, c'est un plus. Et en plus, on remarquera quand même que des fois dans le jeu courant, tu entends les arbitres parler en français, Oui. assez spontanément pour s'adresser en fait aux joueurs français. Donc voilà, il n'y a pas non plus 1 milliard de mots à connaître sur le langage du rugby que je pense universel et on peut tout à fait s'en sortir. Donc non, je vais soutenir mon copain Théo et dire que on va mettre en avant les valeurs et les capacités rugbystiques et puis l'anglais sera un plus, mais ça détermine pas pour moi la valeur pour un capitaine.
Allez, je propose qu'on va tout de suite dans ce match où il y avait un arbitre qui a essayé de parler français. Il a parlé pas mal, je trouve, au Ouais, niveau pas mal français. du tout C'était même. Luc. Ouais, bravo à lui. Je propose qu'on y va tout de suite dans ce match France-Australie. Bah, c'est une équipe qu'on connaissait bien. Bah, il y a le retour de Ficou, d'ailleurs. Luku était là en neuf. Olivier est déménagé de deuxième ligne vers le troisième ligne pour donner la place à Flamand qui a pris son rôle. Première ligne, Gros, que je suis très content de voir de retour dans l'équipe de France. Et Montagne aussi, voilà, avec Marchand qui est là. Le match a démarré avec une jolie Marseillaise, mais j'étais un peu étonné de pas entendre l'hymne national ou un chanteur ou chanteuse de l'hymne national australien. C'était juste un peu de musique. Il aurait dû m'appeler quand même parce que je connais 2 ou 3 potes à Paris qui sont australiens et j'aurais pu peut-être chanter. Allez, je pense que ça a un peu fâché les Australiens car on voit un Angus Bell avec un percé à 20 mètres tout de suite. 45 secondes pour la première pénalité française, 2 minutes 23 pour le premier essai du talonneur australien, 5-0. Mais il faut regretter, Olivon me semble être sonné et le ballon revient aux Australiens. Louis Bébé va avancer, il va feinter, il va servir deux portiers. Deux porteurs. Deux porteurs, merci. J'avais des messages des copains qui manquaient. 7-5 pour nous. L'arbitre va nous expliquer ces pénalités en français. Comme on a dit, c'est gentil, Luke Pierce. Gros percé par le 8 Wallaby. Heureusement, leur 4 a perdu le ballon. Il y a des jolis plaquages côté bleu. Les enfants, ils ont envie de peser, notamment Gros, Marchand et Andrit. Je suis heureux quand même quand Olivon va sortir. Il n'avait pas l'air très bien. Dommage que Crow n'est pas là pour le remplacer. Il me manque toujours lui. Il se fait opérer cette semaine, il me semble. Il y a des gestes plutôt pas mal par des Français dans ce début de match, mais on n'est pas très posé. Le 3 Wallaby, tout Pou, c'est un vrai client avec ses 150 kilos. Et Angus Bell va faire un petit exploit personnel qui va rendre tous les piliers du monde heureux. Il se débarrasse de Ramos et mit l'accélérateur pour une course de 30 mètres, 12-7 pour eux. Marchand va choper la touche australien. Quelques séquences plus tard, Flamand charge. Ntamak va créer une certaine incertitude et libérer Ramos pour un essai, 12-12. À 30 minutes, c'est jeu de main, jeu de Bordelais en fait. Deux porteurs se sacrifient, passe sautée par Pono. Louis Bébé va faire l'exploit sur le côté. Il nous fait du bien ce jeune homme. 19-12 pour la France. Les Français sont bien prévenus par l'arbitre, donc carton jaune contre le cul. Je suis pas trop surpris. Et c'est direct après par le pack des Wallabies, 19-19 à la mi-temps. Match assez égal pour le moment, mais c'est pas très rassurant. Oui, ce que j'ai trouvé, c'est que les joueurs français avaient l'air stressés à l'entame. Je pense qu'ils étaient conscients de l'enjeu de ce match. C'était un match important. Soit la tournée était complètement ratée si jamais on perdait contre les Australiens, soit au contraire, ça nous permettait de rebondir vers le tournoi destination et de finir sur une note positive. Et à 2 ans de la Coupe du Monde, c'est quand même important. Pas toujours penser à la Coupe du Monde, mais je pense que la dynamique, elle était présentée comme ça et tout le monde en était conscient et je les ai trouvés très empruntés en début de match. Et d'ailleurs, assez vite, ils sont quand même fortement dominés. Ils prennent un essai d'entrée, ils font des erreurs en défense, en 1 contre 1 importantes. Angus Bell, qui est quand même pas un joueur de champ, qui arrive à se défaire du marquage comme ça et à courir 25 mètres tout seul, c'est un peu choquant au niveau international. On voit quand même assez rarement ça, en particulier en début de match. Donc j'ai ressenti cette tension. En revanche, ce que j'ai trouvé quand même assez fantastique, c'est cette capacité de réaction. Et puis les pépites qu'on a dans cette équipe sont extraordinaires. Le coup de rein de Louis Bielbarré, rien que pour ça, ce match, il valait le coup d'être vu. C'est exceptionnel de voir des gestes techniques qui succèdent à des belles phases de jeu, où le petit plus par les champions, comme on l'a vu dans d'autres matchs de cette tournée, viennent être apportés, parce que franchement, il passe dans un trou de souris, et derrière, il fait une sorte de fixation du dernier défenseur d'école, donc à montrer dans toutes les écoles de rugby. Et quelle jambe et quel coup de rein. Ouais, cette première mi-temps, elle illustre ce qu'on envisageait et ce qu'on craignait la semaine dernière, à savoir que les deux équipes devaient finir sur cette tournée sur une note positive et que effectivement on sentait tout l'enjeu.
Il y avait des Australiens très opportunistes, voire trop opportunistes, hein. Je reviens quand même sur ce choc à la tête sur Olivon, hein, qui a fait énormément de polémiques sur les réseaux. L'arbitre siffle rien, on perd Olivon assez rapidement. Puis quand tu vois sa tête dans les tribunes Oui. après, tu te dis quand même que c'était vraiment pas simulé. Donc voilà, on a envie de dire que voilà, il y a des règles de World Rugby là pour protéger l'intégrité physique des joueurs. Bah voilà, encore une fois, bah, c'est pas totalement respecté et là, on pourrait tout à fait, voilà, si on se retrouve avec un joueur cadre qu'on perd très rapidement et qui nous fait mal aussi. Faut le noter. Oui, sur ces sujets-là, je pense que World Rugby devrait assumer le fait que, puisqu'il s'agit de la santé des joueurs, ça devrait être dédié à un intervenant indépendant du match qui a la lucidité nécessaire pour revoir toutes les images et décider dans un camion technique à côté. Là, il faut revoir et voilà. C'est l'arbitre de champ. Il est vrai que c'est tout à fait normal de lui laisser les pleins pouvoirs sur pas mal de décisions. Sur les sujets sécurité, je pense que ça fait exception. Manifestement, il y a une erreur sur cette non-revue, no clear head contact. Il dit c'est complètement à côté de la plaque. Donc ça, c'est à revoir. Deuxième mi-temps, ça va un peu mieux quand le coup revienne. On gagne le mêlée, on prend les points, 22-19. Merci Ramos. 50 minutes, la touche est bonne comme la banquette. Les avants avancent avec l'urgence. Louis Bébé va encore servir deux porteurs, 27-19. Mais quel contre par le 15 australien, 27-26, un petit point d'écart. Et ça a plutôt calmé le Stade de France. Tiens, on tente un double touché, j'ai jamais vu ça. À 60 minutes, un temps fort pour les Français, penalty-touche après penalty-touche, et finalement, Marchand va suivre ses avants et marquer un essai, et un carton jaune contre eux. 34-26, on respire un peu mieux. Les jaunes tapent sur notre porte, mais le ballon tombe dans les mains de Ntamak vers Gourde, et on avance 50 mètres en quelques secondes. Malheureusement, Louis Bébé a fait un en avant en prenant un plaquage assez haut. Et bam, Calvin Gourde va percer et faire un passe magique pour Louis Bébé qui a fait un sacré match, 21-26 à 73 minutes. On sourit car ça fait du bien de gagner. On lâche un tout petit peu aussi. Les Wallabies reviennent à 15 et essayent 2 minutes plus tard. Mais ça finit bien avec un petit dernier essai pour nos avants. 48-33, c'est mieux. On finit sur des bonnes notes. Ouais, alors c'est un score qui est très valorisant pour la France, hein, qui remet près de 50. Après, faut pas oublier qu'on on repart avec 33 dans nos valises quand même, hein. L'essai de l'arrière australien est honteux pour la défense française. C'est fou d'avoir un Penaud qui est capable de te faire une traversée de terrain, ballon en main pour être marqué des essais de malade, mais qui est pas foutu de rattraper un arrière en face. Donc voilà, on connaît ses qualités d'attaquant et de marqueur, mais là il va vraiment falloir aussi se réveiller et lâcher les cannes pour attraper. Voilà, le mec nous a fait l'amour le long de la ligne de touche et est parti marquer. Et voilà, et petit coup de cœur pour cette première cape de Calvin Gourde, cher Toulousain. Voilà, qui fait un début de saison incroyable en top 14 et qui avait, qui a parlé de son match comme un gamin où il expliquait qu'il y a quelques mois, il se demandait encore ce qui allait lui arriver dans sa vie de rugbyman. Et là, il nous fait cette percée dans la ligne, dans la défense australienne, petit refus au passage, et une passe, mais d'anthologie à LBB qui va marquer tout seul encore. Enfin voilà, cette action, je l'ai trouvée magistrale et contente de l'avoir vue avoir cet opportunisme sur cette action parce que clairement un joueur à suivre et je pense qu'il va faire énormément de bien aux lignes 3/4 sur l'avenir français. Oui, un culot de sa jeunesse. Voilà, c'est un cliché de dire ça, mais c'est vrai. Et là, c'est tout l'intérêt d'avoir ce qu'on appelle maintenant des finisseurs et non plus des remplaçants. C'est-à-dire un mec qui rentre, qui est frais, qui a vraiment le petit truc en plus et qui passe quand il fout ce coup d'accélérateur, il passe quand même dans un trou de souris parce qu'ils sont assez présents les deux. Hein. L'intervalle est pas si large que ça, donc faut vraiment avoir le culot d'y aller. Ça, c'était absolument génial. Je partage. Voilà ton enthousiasme sur Biel Biarré qui fait quand même, c'est un récital ce qu'il fait en deuxième mi-temps. Il était absolument intenable après avoir été bon en première mi-temps. C'est ce qui en fait un joueur quand même assez unique. Le petit coup de pied par-dessus est quand même d'une qualité technique absolument invraisemblable. Les courses après, on sait que quand il a un peu de champ et qu'il prend un ballon dans un espace, les autres ils peuvent toujours se brosser.
Et je te rejoins sur le fait que Jorgensen, normalement, tu joues 100 fois l'action, le mec, il marque une seule fois. C'est pas possible d'avoir 3 défenseurs sur les miches, d'arriver à faire le petit coup de pied, et en plus d'avoir la chance d'arriver à l'étaler, l'aplatir dans l'embut, alors qu'il y a Penaud qui se jette, qui pourrait taper dans le ballon. Enfin, cet essai, il est absolument improbable. Moi, ce que je retiens, c'est que j'ai pris beaucoup de plaisir quand même à voir ce match, parce qu'il y a eu beaucoup de points de part et d'autre et qu'on s'est régalé en voyant de très très belles choses des deux côtés. Ça, c'est incontestable. Il y avait quand même 27-26 à la 62e. On n'était pas d'une sérénité à toute épreuve, hein. Et comme tu dis, le score final de 48-33 est quand même extrêmement flatteur. Mais il est flatteur sur des convictions quand même assez fortes. Et là, pour une fois, je vais rendre hommage à Fabien Galtier. Je trouve qu'il a fait un coaching intelligent. Ses entrées ont été pertinentes, en particulier celle de Calvin Bourges. Et la capacité de l'équipe de France à enfoncer le clou sur des essais, pénal touche, le tout dernier, bien construit, bien mené, avec de la conviction, me font espérer que cette équipe, au travers de ce match, a acquis quelques convictions, d'être en capacité collective d'aller faire le geste juste au moment juste dans un moment clé. Et ça me fait plutôt plaisir. Maintenant, on prend 33 points, c'est quand même un peu trop, mais je trouve qu'on peut se retourner un peu sereinement, avec plein de questions, mais un peu sereinement vers le tournoi. Cette tournée n'est pas un échec total. Ne boudons pas notre plaisir, foutre 48 points aux Australiens, même s'ils n'ont pas gagné un match de la tournée, bon, il n'est pas trop fort, c'est quand même pas mal. Moi, j'avais trouvé que, en fait, c'était un vrai match des avants, même si c'est des arrières qui marquaient tous les essais. Je trouve pas tous, hein, mais je trouve que, en fait, les avants, par exemple, ce que j'ai noté, que Meafou, en fait, c'est lui qui chopait les coups d'envoi, comme avant. En fait, il y avait un moment où il chopait tous les coups d'envoi, il avance 5 mètres, il pèse sur des gens, il tombe vers l'avant, il pèse sur ses 105 kilos. Et je trouve qu'il avait plutôt un beau match. Il avait quelques fautes, oui, mais il était plutôt bien utilisé. Et je trouve que les avants, comme tu avais dit, ils ont bien fait leur taf avec des pénales touches. Et en fait, c'est ça qui a libéré des espaces derrière, comme toujours. Donc, j'étais assez content de voir, même s'il n'y a pas, on va dire, oui, il y avait Marchand qui a super bien joué, je trouve, mais Afou, je trouvais qu'il était bien placé. Il n'y a pas un avant qui a été mieux que tous les autres, en particulier, mais je trouve que juste en général, tous, ils ont bien, par exemple, la touche a été magnifique. La touche a été excellente. Jean-Baptiste Gros a fait un très bon début de match. Il a remis tout le monde dans l'axe à plusieurs reprises pendant le premier quart d'heure où tout le monde, je pense, avait un peu la pétoche. Lui, il s'est pas posé de questions. Il a mis la marche avant. Ça s'est vu. Ça a fait beaucoup de bien à tout le monde. C'est incontestable. Et effectivement, la conquête a été beaucoup plus sereine que celle des Australiens, qui a perdu beaucoup de ballons, notamment en première mi-temps, où ils se cherchaient en touche. Alors que les Français ont été quand même globalement bons dans ce domaine. Après, ce que je trouve, c'est que on a pas mal de convictions. Il reste des questions sur le pilier droit, même si Montagne, je trouve, a fait une tournée convenable pour un jeune joueur à ce poste. On peut pas du tout lui enlever ça. Mais c'est pas encore l'assurance tout risque. On va voir où on sera Ouni Antonio dans un mois et demi. Et après, je trouve qu'on a un chantier et en même temps énormément de questions auxquelles on a envie de répondre avec du potentiel au centre de l'attaque. On a maintenant des joueurs un peu de partout, des jeunes, les Gailleton, les Barassi, les Gourges qui a montré le bout de son nez maintenant. Il faut savoir que Moefana est blessé en ce moment. On a Ficou qui reste un joueur qui a marqué cette équipe par sa fidélité, par tout ce qu'il a apporté sur certains grands matchs. Là, qui est un peu en dedans, on le voit pas trop sur ce match-là quand même. Est-ce que c'est la fin de l'ère Ficou et est-ce qu'il faut mettre au centre maintenant des jeunes joueurs pour aller à la Coupe du Monde et faire confiance à cette génération? Pour moi, c'est le vrai chantier de cette équipe. Avec des réponses et des convictions à aller chercher au tournoi destination qui, en particulier sur les postes de 3/4 centre, vont être vraiment très très intéressants. Moi, je continuerai juste sur les avants. Moi, je trouvais que Gros, il avait envie de tout plaquer avec ce mec qui pèse 150 kilos devant lui. Il avait vraiment envie d'entrer dedans, en fait, Gros. Et Montagne, mine de rien, elle avait face à lui un jeune Engelsberg. Il est jeune. Engelsberg, il a une tête un peu de vieux, en fait, mais il a 25 ans. Il a 45 caps. Il a fait un essai de dingo. Pour moi, j'ai adoré son essai. Et c'est quand même un sacré joueur, hein, à 25 ans avec 45 caps pour Australie. C'est quand même un client. Et que je te rejoins. Je trouve qu'il a plutôt bien joué, Montagne, pour faire face à lui. On n'a pas su faire en pénalité, en mêlée de tout. Amélie, tu as des choses à ajouter pour finir?
Ouais, j'ai hâte de voir là la sélection qui va être proposée par Galtier pour le tournoi parce qu'on va voir s'il va confirmer quelques tests là de cette tournée de novembre. Si des profils effectivement doivent être un peu remis en question et on va rentrer dans la deadline, hein. On sera à un peu plus de 18 mois de la Coupe du Monde. Donc on sera vraiment rentré dans cette phase optique de Coupe du Monde. Donc voilà, ça va se dessiner petit à petit et j'ai cette curiosité de voir si ce qu'il va nous proposer, si on va avoir des retours, si on va avoir des surprises et puis on le sait, on l'a déjà dit, en plus on va avoir des belles oppositions en France, donc voilà, on va profiter des fêtes, mais on a déjà hâte d'être à début février là pour ce match en plus qui aura lieu un jeudi soir. Donc on a hâte que ça reprenne déjà. Ça va être marrant. Et moi, j'étais content de voir d'un petit peu plus près le pilier droit Tupou. Lui, d'abord, il a 29 ans, c'est pas un gamin, et maintenant c'est un joueur du Racing 92. Et il a un physique que j'aime bien, 1m84 pour 148 kilos. Voilà, je vous laisse réfléchir à ce gabarit, à ce combo. Il a des cuisses. Il a des cuisses, mais c'est pas possible. On peut mettre 3 personnes dans chaque mollet. C'est hallucinant. Donc j'adore ce genre de physique. Il y a qu'au rugby qu'on valorise des physiques comme ça. Et franchement, à chaque fois, les mecs me font rêver. Et je me dis toujours, mais je plains leur maman quand il fallait faire à bouffer pour ce genre de fratrie. Ça devait être un sacré sketch. Et j'ai lu d'ailleurs que Emmanuel Meafou, qui a grandi en Australie jusqu'à l'âge de 17 ans où il est arrivé en France, il a 2 frères et 2 sœurs qui vivent encore en Australie. Donc s'il y avait 5 enfants Meafou à table, je pense que c'est pas 2 dindes qu'il fallait pour Thanksgiving. Thierry, c'était au moins 4 ou 5. Ouais. Écoute, on va passer les autres matchs, notamment Irlande, Afrique du Sud. S'il fallait absolument regarder la semaine dernière pour du beau rugby, c'était l'Angleterre-Nouvelle-Zélande. Je pense que ce match-là, c'était plus un lutte dans la sable, en fait. On voyait pas grand-chose, mais c'était un sacré bataille. Les Bocs, ils ont marqué à 4 minutes pour mettre un peu le temps. 18 minutes, c'est un temps fort. C'est un temps fort pour Irlande, mais l'essai de touchdown est en fait annulé parce que James Ryan, il a fait un déblayage, on va dire, stupide sur le joueur de l'année, Malcolm Marks, carton rouge. Ça va rêver un peu les Box, mais essai refusé pour eux. Renard, quand même, va marquer le 9, il va marquer à 33 minutes. Encore un carton Irlande, donc ils sont à 13 joueurs, 12-0. Il y a un petit repense des Irish, Vanderflyer, Aki et Sheenan qui va marquer, donc c'est 12-7. D'ailleurs, 12, c'est aussi le nombre de joueurs sur le terrain pour les Irish, c'est le rouge et infini, mais encore, il y a un autre carton jaune, donc ça fait 3 cartons jaunes en même temps. Là, c'est pour le pilier Porter. Et voilà, essai de pénalité, 19-7. Les Sudaf, on aurait pu penser qu'ils vont ajouter beaucoup de points lors de ce moment-là, mais non, il y a quand même un joli course du 10, donc 24-13. Et voilà, encore un carton contre les Irish à 62 minutes. Bon, le score, il va rester plutôt là, malgré quelques opportunités à la fin d'un match pour les Irish. Bon, on va dire difficile de battre le meilleur du monde qu'on a 4 ou 5 cartons dans un match. Et voilà, les Bocs, ils sont bons et c'est tout. C'est pas difficile, c'est impossible. Déjà, battre les Bocs, c'est dur. Mais battre les Bocs quand tu passes tout le match en infériorité numérique, mais c'est pas par hasard. S'ils ont pris tous ces cartons, c'est qu'ils étaient ultra dominés et qu'ils faisaient des fautes pour essayer de garder la tête hors de l'eau, quand même. Ils ont pas fait du tout un match honteux, les Irlandais. C'était un très très beau combat. Je pense que sur quelques actions, ils sont passés à côté, notamment la paire de Néo-Zélandais mythiques de cette équipe actuelle d'Irlande, que ce soit Love ou Gibson Park. Ils prennent l'un une feinte de passe digne de l'école de rugby et Gibson Park un raffut, mais vraiment honteux au niveau international. On peut pas gagner contre les Sudaf en étant aussi peu concerné sur des gestes défensifs de 1 contre 1 dans les 15 mètres. Enfin voilà, c'est des erreurs qui pardonnent pas. Donc la victoire des Sud-Africains est tout à fait méritée. Ça a été une débauche d'énergie. Il a fallu qu'ils s'emploient pour les battre quand même, parce que c'est encore une fois une grande équipe irlandaise. Mais ça en dit long sur la domination des Sud-Africains malgré tout sur le rugby mondial. Voilà, eux, c'est l'anti-Australie, ils ont tout gagné, ils ont fait le grand chelem de la tournée, là, ils ont battu tous ceux qu'ils ont joué. Quand les Australiens ont battu personne, ça fait un monde d'écart entre ces deux nations du Sud. Ça raconte des choses pour la Coupe du Monde 2027. Les Australiens, en tout cas, eux, un gros pain sur la planche, et les Sudaf, beaucoup de conviction.
Moi, je pense que les Irlandais, ils ont écouté l'émission Pack de potes la semaine dernière et ils se sont dit: «Ah ouais, les Sudaf, ils jouent à 14, ben non, on va pas jouer à 14 ni à 13, mais à 12. Bah non les gars, vous avez rien compris à l'émission et de ce qu'on a raconté, c'est pas du tout ce qu'on a dit». Bon non, ils se sont tirés, une balle dans le pied gauche, une balle, dans le pied droit, enfin, Bah, c'est ça, ouais. voilà, je sais pas. Alors après, il y a toujours toujours cette pression, hein, on le sait, hein, la gestion d'un match, c'est pas que dans la technique, hein, c'est aussi dans la tête. Et là, à partir du moment où tu fais n'importe quoi et tu te retrouves à 12, mais à 12, on a l'impression d'être en quoi? En régional 3, là, dans le fin fond du Gers. Alors désolé les copains gersois, mais voilà, ça faisait. Enfin, tu peux pas à niveau international. Théo, quand est-ce qu'on a vu de 12 mecs portant un maillot d'équipe nationale sur un terrain? Du temps où vous faisiez du rugby à 12? Non mais. C'est complètement, non, mais c'est rarissime et c'est même étonnant qu'ils aient pas pris Ah, ils s'en beaucoup plus sortent de pas points pendant trop cette mal, hein. période-là. Le score en fin de match et ils s'en sortent quand même très très bien. Ils perdent Ouais. 24-13, qui est un score tout à fait honorable. Honnêtement, ils auraient pu prendre 3 ou 4 essais quand tu es à 12 contre 15. Donc ça prouve qu'ils ont quand même des valeurs. Ils se sont pas échappés, loin s'en faut, et c'est vraiment pas un match honteux. C'est un match où ils sont tombés sur plus fort, ils ont fait n'importe quoi. Et malgré tout, ils s'en sortent, quoi. C'est pas. Avec, Le score est pas avec dégueu plus vu la 11, physionomie honnêtement. du match. Ça aurait, comme tu dis, ça aurait pu être Ah non, bien pire. c'est Mais étonnant. bon, voilà, hein, carton plein pour les Sudaf. Allez, next. Next, c'est Pays de Galles contre Nouvelle-Zélande. C'était 10-7 pour les Nouveaux Z à 20 minutes. J'étais assez surpris. Les Red Dragons montrent un peu de résistance quand même. Et même si elle a pris du poids, Louis Rees-Zammit, dans son CG de NFL, ça se trouve difficile d'arrêter les courses des premières lignes des All Blacks quand même. Hein. Il va quand même marquer un petit essai à la fin de ce match, Rees-Zammit. Beaucoup de pénalités contre les deux équipes dans le début de match. Love, le 15, il va marquer 3 essais en 5 matchs. On va dire c'est Will Jordan Jr. Réponse par toute l'équipe galloise. Il croit en eux et essai de Tom Rogers, donc ça fait son deuxième, mais les autres Blacks restent des Blacks. Et donc voilà, essai avant la mi-temps par la pilier Williams. 24-14 quand même à la mi-temps. C'est un vrai match. Tom Rogers va encore faire un triplé, en fait. Voilà, mais en fait, c'était de 4 de deuxième ligne qui a fait tout le boulot avec un percé et un contre juste avant. Will Jordan a la réaction, mais l'essai va être refusé. Le 13 Black va la faire. Écoute, moi, j'étais dans la préparation de Thanksgiving après. Finalement, les Blacks, ils ont décidé de gagner. Voilà, il y avait les Rouges qui ont aidé avec 2 cartons jaunes. 52-26, le score final. Personne n'a pensé que les Gallois allaient gagner ce match, mais ils ont fait un joli mi-temps quand même. Ouais, et puis Rogers, 3 essais en 51 minutes face aux All Blacks. Je pense qu'il va accrocher le maillot dans sa piole. Ça arrive quand même pas tous les jours de marquer 3 essais contre les Blacks. Bon, ils ont perdu, mais voilà. Puis le 4e, c'était Louis Rees-Zammit. Donc peut-être à nouveau une petite pointe de renouveau pour le rugby gallois. Ouais, il n'y a pas eu de miracle, hein. On l'avait dit que ça allait être compliqué. C'est quand même une sacrée rousse à domicile, même s'ils ont tenu début de match, hein, le score est serré, mais là, ouais, c'est difficile et voilà, terminer la tournée avec ce score fleuve. Bon, j'espère que ça va pas trop l'éliminer et les mettre dans de bonnes conditions pour la suite. C'est les Blacks. Ouais, ce que j'ai lu, c'est qu'ils étaient plutôt contents avec le match. Moi, quand j'ai regardé, je trouvais qu'ils étaient plutôt, ils faisaient bien face en fait. Je trouvais ça assez agréable. Juste à la fin, bon, c'était trop. D'ailleurs, il y avait un petit Murray en fait. Je suis pas sûr si on se souvient de lui, mais je me souviens des bonnes souvenirs en fait de ce petit jeune Murray Leblanc, l'an 15 l'année dernière. D'ailleurs, c'est pas leur dernier match. Eux, ils ont les seuls matchs ce week-end qui vient. Ça va être contre les Sudaf, les pauvres. Et en plus, il y a 13 joueurs qui vont pas qui vont pas jouer ce match parce qu'ils sont appelés par leurs équipes. Donc, ça veut dire en gros la moitié des titulaires avec Beard, qui d'autre, Jenkins, Rees-Zammit, Williams. En fait, donc voilà, il y a un paquet de bons joueurs qui vont pas être capables de jouer pour eux. Après, peut-être les Bocs, ils envoient les U20, on sait pas, sur un malentendu. Ouais. Les U12. T'es pire que moi, Théo, t'es pire que moi. T'es sans pitié, pire que moi. Allez, on passe en Angleterre contre Argentine. Ils se beaucoup joué. En fait, récemment, ils ont joué 2 fois dans la Coupe du Monde 2023. Ils ont joué surtout ce match de bronze, en fait, où là, les Anglais gagnaient en 2023 16-3 pour le premier mi-temps et bien sûr, le remontada pour les Argentins. Ils sont revenus en tête 17-16 pour perdre dans les dernières minutes. En fait, les Argentins, donc voilà, ils ont joué aussi 2 fois cet été avec des victoires pour l'Angleterre. Le match démarre et George Ford, c'est un drop machine, mais cette
match-là, on va beaucoup parler de Max Ojomo, qui va faire un joli, on va dire, une jolie course après un ballon qui est tombé par terre, 10-0 en 10 minutes. Il va, ce même monsieur Ojomo, il va faire un joli passe au pied pour le 14, vraiment super beau. Le talonneur Cohen Dickey va marquer juste avant la mi-temps, mais malheureusement refusé. Les Argentins, ils jouent toujours un peu mieux quand ils ont un peu de pression. Donc voilà, ils vont manquer des opportunités en première mi-temps. Mais par contre, là, ils vont remonter avec un essai et des pénalités, 16 points quand même. Donc 17-16 à 63 minutes, donc assez égal. Encore ce Max Ojomo avec un joli passe qui libère Slade pour la dernière essai des Anglais, 27-16. Les Argentins vont marquer juste avant la fin de temps réglementaire. Bon, pas assez. Bon, et aussi la fête continue un peu avec Tom Curry et Henry Pollard sur le terrain et un peu dans le tunnel. Apparemment, il y a un mot de vocabulaire que j'ai appris, c'est un échauffourée. Ma femme m'a dit c'est le mot qui veut dire scuffle en anglais. Oui, visiblement, c'est même l'entraîneur argentin qui aurait pris une gifle par par Curry dans le couloir. Enfin bon, c'est une histoire à l'ancienne. Ça me rappelle ma jeunesse. Bon, j'arrête de faire le vieux con. Moi, celui qui m'a bluffé, c'est effectivement Max Ojomo, que je connaissais pas très bien, et il a sorti toute la panoplie du Cador. C'est-à-dire qu'il a fait des courses, des plaquages, des percus énormes. Quand il s'agit de faire une petite passe au pied, mais millimétrée, un bijou technique, il le fait aussi. Alors franchement, lui, oui, il m'a absolument bluffé. Et s'il joue tout le temps comme ça, c'est une mauvaise nouvelle pour les adversaires des Anglais. Après, c'est vrai que on a failli voir une victoire sur le gong des Argentins parce qu'ils ont une pénale touche pour finir. Ils la ratent malheureusement, mais à ce moment-là, les Anglais sont en plein doute. Et s'ils avaient pris cette touche, je pense qu'ils auraient vraiment pu marquer et ils auraient battu les Anglais à Twickenham. Ça aurait été super pour les Argentins et puis ça aurait calmé un petit peu les ardeurs des Anglais. Mais malheureusement, les dieux du rugby parlent anglais, ne l'oublions jamais. Ouais, si le score est très très serré à la fin, 27-23, comme tu dis, on termine avec une tournée avec 3 victoires pour les Anglais, qui eux ont fait le plein de confiance. Et ouais, déçu pour ces petits Argentins parce qu'à chaque fois ils nous proposent des belles prestations et voilà, et quand il faut répondre présent vraiment à des moments clés de match, on a cette petite erreur qui pardonne pas. Et ça aurait été beau effectivement de battre les Anglais à Twickenham. Donc une prochaine fois, mais en tout cas ça nous montre 2 choses, c'est que les Anglais vont arriver plein de balles chez nous, et puis que ces Argentins sont toujours cette équipe dont il faut se méfier parce que sur les rendez-vous internationaux, ça peut faire mal. Allez, on va passer sur les autres matchs un peu plus rapidement. Donc, il y a Georgia contre Japon. J'ai regardé des highlights, en fait, sur Japan Rugby TV en japonais. Donc, c'était assez sympa. Ils disent hi beaucoup. C'était assez marrant de faire ça. Mais au moins, on entend l'émotion dans la voix des présentateurs. 3-3, ça devient 19-9 pour le Japon avant un essai de Georgie à 50 minutes, mais en avant. Voilà, finalement, le premier essai pour Georgie, ça va être à 68 minutes et et ensuite un autre à 76 minutes. Donc, les Géorgiens prennent le lead 23-22 devant un public qui sont pas très nombreux, mais ils sont très bruyants. Finalement, Japon va gagner avec un pénalité dans la dernière minute et Eddie Jones est content, 25-23. C'est une surprise quand même. Enfin, moi, honnêtement, je pensais pas que les Japonais l'emporteraient contre les Géorgiens. Je pense que c'est un vrai camouflet pour la Géorgie, qui est pas loin du top 7-8 mondial. Et là, c'est quand même une claque. Sur un registre puissance contre vitesse et on va dire sens guerrier contre sens tactique, et c'est les rapides tactiques qui l'ont remporté d'assez peu, mais ils sont devant au score. Bravo aux Japonais. Ouais, je crois qu'on avait misé sur la Géorgie la semaine dernière en misant davantage sur cette puissance qui les caractérise. Après, voilà, les Japonais montrent qu'ils ont une maîtrise du rugby et c'est une belle victoire. Et puis en même temps, ça va leur permettre aux Géorgiens de se rappeler où ils sont à leur place, à savoir que le Six Nations, c'est pas encore pour eux. Bon, n'oublions pas quand même que dans l'équipe du Japon, il y a des mecs qui s'appellent Green, Riley, Lawrence, Connelsen, Paul and Deans. Donc, bon. Il n'y a pas un duplicé quelque part. Il y a quand même une colonie néo-zélandaise assez solide et australienne dans cette équipe, qui fait que c'est un petit peu particulier, mais il n'empêche que c'est l'équipe nationale du Japon, avec évidemment plein de Japonais de naissance aussi, et ce style de jeu qui les caractérise.
Allez, Italie-Chili, un stade assez vide. C'est Capuzzo qui va ouvrir le score, mais c'est 15-7 pour le mi-temps. Chili ne sont pas du tout ridicules. Super essai par Saab, comme on annonçait en voiture. C'est 15-14. Voilà. Et à 53 minutes, les Italiens vont reprendre le contrôle. Ça finit avec 2 essais par le Lyonnais Monte-Ione. Italie va être dans les 6 nations avec un peu plus de confiance quand même suite à ces différentes victoires. Ouais, c'est quand même pas mal d'essais encaissés, je trouve, pour une petite nation comme le Chili. Les Condors n'ont pas été ridicules. Voilà, effectivement, l'Italie va entamer le 6 nations, toujours avec cette idée de grappiller peut-être une place de plus au classement et voilà, elle montre que maintenant elle est en place, donc on va voir ce que ça va donner dans 2 mois. Les Italiens avaient la grosse équipe et je pense que ce score les déçoit beaucoup. À mon avis, ils avaient envie d'en passer 50 aux Chiliens pour être eux aussi une nation qui sait en passer 50 aux équipes plus faibles. Donc moi, je serais le coach italien, là, je serais colère. Écosse-Tonga, voilà, 4 cartons pour les Tongiens, c'est un peu difficile. Il y a Verdormel qui est de retour, il va marquer un essai. En gros, il y a 8 essais pour les Chardons. Le 9 remplaçant, en fait, il va marquer 16 points dans les dernières 30 minutes, donc c'est pas mal. Donc c'est un Autumn Nations assez bizarre. Ils ont gagné 56-0, donc ça fait un peu des grandes victoires contre les petites nations avec les 80-0 contre USA aussi, donc avec cette victoire contre Tonga aussi. Par contre, des matchs, ils ont pu gagner. Là, ils sont revenus de 3 essais contre les Nouveaux-Zélandais, mais pour perdre à la fin. Et là, par contre, ils ont perdu, ils avaient un lead de 20-21 points contre les Argentins pour perdre aussi. Donc c'est je sais pas, c'est un peu bizarre. Ils étaient pas loin de faire 4-0 en fait, mais il manquait un peu de confiance contre les grandes équipes pour vraiment faire ce qu'il fallait. Oui, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a quand même une vraie classe d'écart entre le top 6-7 au rugby et tout de suite les autres équipes, et c'est quand même rapidement décroché. J'ai entendu aussi dans la presse anglaise qui disent peut-être c'est commence d'être le fin de tour pour Townsend, Gregor Townsend là. Peut-être il y a des petits rumeurs qui disent peut-être c'est l'heure qui passe à quelqu'un d'autre. Allez, rapidement sur les derniers matchs, il y avait Portugal contre Canada. C'est Portugal qui a gagné 33-27. J'ai trouvé des stats assez intéressantes. Ouais, pas mal. Des stats, je suis pas certain si c'est correct ou pas, mais l'âge moyen des arrières et le pack de Portugal, il disait c'était 22. Donc je suis assez curieux de voir si c'est vrai ou pas. Et après, par contre, le poids était assez léger, à 109 kilos par joueur. Et ce que j'ai trouvé intéressant, bien sûr, mon cher Théo, c'est qu'il y avait un Sudaf sur les deux équipes. Mais comme toujours. J'ai toujours dit, c'est pas un scoop, ça. Ouais, j'ai une petite dédicace au 3e ligne, Nicolas Martins, donc j'avais déjà parlé la semaine dernière, qui a joué à Tournefeuille, qui a joué avec mon conjoint Martin, et qui a encore marqué ce week-end. Et voilà, donc Nicolas, si tu nous entends, voilà, c'est un mec qui a toujours dit qu'il percerait un jour, et je suis sûre, et c'est Martin qui me racontait qu'à mon avis, et peu de gens le croyaient quand il était dans les équipes jeunes, et il fait une carrière vraiment incroyable. Donc toujours un plaisir de le voir aligné avec le Portugal, de le voir encore marquer, et j'ai eu l'occasion de le rencontrer et discuter avec lui pendant la Coupe du Monde, parce qu'il avait joué 2 fois à Toulouse, où il avait joué devant sa famille et devant les copains, et je trouve ça chouette. C'est les belles histoires du rugby. Alors on peut pas vraiment dire petite nation parce qu'en plus ils ont fait une super Coupe du Monde, mais voilà, des gars qui auraient peut-être pas pu imaginer ces parcours-là, et je suis vraiment trop fan de cette carrière, et super contente de voir que il continue vraiment à marquer l'équipe du Portugal de son empreinte. Donc bravo Nico et tes copains pour cette victoire encore ce week-end. Et il avait fait une super Coupe du Monde. Il avait fait une incroyable Coupe du Monde. Il avait été incroyable dans les matchs qu'ils avaient fait qui étaient épiques. Il avait fait des matchs de folie. Au Toulouse, si ceux qui nous écoutent ont pu voir les matchs au stadium, le stadium était complètement acquis à la cause portugaise. C'était une ambiance de malade, et je pense que les mecs s'en souviendront, mais toute leur vie de ces matchs-là. Et en plus, on avait notre petit Toulousain dans cette équipe. Donc, en tout cas, voilà, 2 ans plus tard, ça devient vraiment un fer de lance de cette équipe portugaise, et il score, quoi. Il score souvent. Très contente pour lui. Bah écoute, c'est une super histoire, Amélie. Peut-être tu peux nous organiser un petit entretien avec lui. Ça peut être chouette. Top. Je vais essayer ça, les promis.
Allez, Uruguay a battu Roumanie 31-21. Pas grand-chose à dire, sauf que Uruguay, ils n'avaient pas de joueur nouveau Z. Tiens, c'est pour toi, Théo. Sinon, Fidji a battu l'Espagne. J'étais un peu surpris. Fidji 41, là, ça m'a pas surpris, mais quand même l'Espagne 33. Donc, bravo l'Espagne. Allez, avec tout ce rugby, peut-être un tout petit point top 14. Vas-y Théo. Oui, Pau qui a été gagné à Bordeaux-Bègles, c'est quand même l'exploit du week-end, même si Castres a aussi été gagné à La Rochelle. Lyon se reprend un peu, a battu Clermont. Toulouse a mis malheureusement une fessée à Montauban, 7-49. Perpignan resté calé à 0-28 pour Montpellier, donc à la maison à Perpignan, le voisin, très très dur mentalement. Le Racing qui se reprend bien, qui a étrillé Bayonne 47-27 avec une fin de match honnêtement d'anthologie, parce que les Bayonnais avaient été pas mal jusqu'à l'heure de jeu, puis après ils sont passés complètement à la trappe. Et le Stade Français qui tient bien son statut de grosse équipe en ce début d'année, qui a quand même largement dominé Toulon en passant la barre des 50 points, 51-24. Donc je te laisse parler du classement, mais on bien décroché au fond et ça bataille au-dessus. Ouais, alors, du coup, Toulouse domine encore le championnat hein, après cette déculottée dans ce derby local. Et puis Pau hein, qui accroche la deuxième place et à la même journée l'année dernière, Pau bataillait dans les places de maintien. Donc ce changement d'horizon d'une saison à une autre est assez incroyable. On retrouve Paris dans le top 3 hein, qui était légèrement sorti avec ses 5 points pris et clôture pour les places de barrage hein, Toulon, puis Bordeaux et La Rochelle. Et à la fin du classement, ça devient vraiment compliqué, hein, toujours pour Montauban et Perpignan, où on l'a déjà dit, hein, ça se jouera entre ces deux équipes, à savoir qui finira dernier ou jouera un match de barrage. Les week-ends se suivent et malheureusement laissent peu d'espoir pour l'avenir de ces deux équipes pour la fin de saison. C'est un tel décrochage que Lyon, qui est 12e, a moins d'écart avec le premier Toulouse qu'avec Montauban, le 13e. Donc, c'est dire à quel point c'est même plus un top 14 là, c'est un top 12 avec deux équipes qui savent déjà que c'est fini, sauf à aller se préparer le match de barrage. Ça interroge un petit peu quand même sur malheureusement le niveau de ces deux équipes là. Et pour avoir été sur le pré dans des équipes en difficulté, et ça m'est arrivé, j'ai pas honte de le dire, être aujourd'hui un membre du squad de Perpignan ou de Montauban, ça doit être très très dur dans la tête d'aller à l'entraînement le matin quand même. Malheureusement, on n'a pas de temps pour parler de EPCR, Champions Cup et de Challenge Cup, mais en fait, revenez en 2 semaines. Donc là, on va parler des résultats parce que les premiers matchs, c'est pour bientôt. Et on a beaucoup d'équipes françaises qui peuvent peut-être bien jouer là-dedans. Mais normalement, on parle d'autres sports dans notre fin. Mais là, je pense qu'on a beaucoup à dire encore sur le rugby parce qu'il y avait plein de awards dans tous les sens. Il y avait le World Rugby Awards, il y avait aussi les Oscars de Midi Olympique. Peut-être je vais démarrer avec Midi Olympique. Par exemple, Thomas Ramos et Johanna Griset, ils ont gagné l'Oscar d'or. En deuxième et troisième, c'est Maxime Lecou et François Cros. Le nouveau visage, c'était Liam Akrab, le pilier, le talonneur des U20. Peter Steph Dutoit, c'était, on va dire, le joueur monde. Et Louis Bielbarré, c'était les joueurs d'Europe. Donc le joueur de l'année pour le World Rugby, c'est sans surprise un Springbok, hein, Malcolm Marx. On voit qu'il n'a pas fait l'économie de moyens et de bonnes actions aussi pendant cette tournée, donc c'est certainement mérité. Il était accompagné de Peter Steph Dutoit, Oxenche et Louis Bielbarré sur le podium. Et côté filles, c'est Sophie Degout, dans la vice-championne du monde qui évolue au Canada, qui a été sacrée meilleure joueuse 2025 après son incroyable Coupe du Monde. Et à côté arbitre, Holly Davidson, qui a été nommée comme la meilleure arbitre de l'année et qui s'est fait remarquer ce week-end pour être la première femme à avoir arbitré les All Blacks ce week-end. Donc voilà, c'est vraiment une référente dans l'arbitrage féminin et de voir qu'on lui laisse la place dans le rugby masculin, ça montre aussi toute l'ouverture qu'on accorde aux femmes dans un sport qui a été longtemps quand même très macho et très fermé sur les hommes. Donc voilà, elle ouvre la porte à... Je vois pas de quoi tu parles, Amélie, ça me paraît être un jugement.
En tout cas, elle ouvre la porte, je trouve, à toutes ces petites filles qui ont peut-être pas envie de jouer au rugby, mais qui sont passionnées par ce sport. Et pourquoi pas, écoute, moi-même finir ma carrière comme arbitre, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, non, je suis trop vieille maintenant. Mais non, en tout cas, voilà, deux très belles récompenses pour deux femmes qui ont fait la finale de la Coupe du Monde. Donc, bravo les filles. Il y a aussi, il y avait John Mitchell, en fait, qui est le coach des Anglais, qui était nommé World Rugby Coach of the Year. Et je voulais juste dire, pendant le Coupe du Monde féminine, j'avais écouté un interview avec lui, et c'est un gars j'étais pas surpris, en fait, que les Anglaises étaient si fortes. Parce que le mec, en général, il m'a bluffé. Il a expliqué qu'il coachait, il me semble, en Afrique du Sud, et qu'il y avait une attaque, et en fait, sa maison était envahie, et en fait, il était pris et attaqué par le couteau, et que ça a complètement changé sa façon de vivre, en fait. Où avant, il était vraiment dans les résultats et dans la performance et être 100% et que dans en fait, il avait oublié de vivre quelque part. Et donc, il a expliqué que ce traumatisme, ce violence qui lui arrivait, en fait, ça a changé sa façon de voir le monde et ça a changé sa façon d'intervenir avec le monde et questionner des personnes et donc, et intervenir avec des joueurs. Et donc, il me semblait juste dans l'interview, je disais, waouh, c'est quelqu'un qui a un vrai vécu, qui a une vraie façon d'être, un vrai, on va dire, un pédagogie et calme chez lui, et forcément ça s'est transmis à ses joueuses, en fait. Donc si vous pouvez trouver l'interview, je vous invite de chercher ça, parce que John Mitchell, il me paraît un mec super intéressant, qui a vécu des choses mais qui a pu les transformer vers le bien. Dans d'autres nouvelles, au niveau des différentes équipes, des Women's 15 et le 15 des hommes aussi, la France pas super bien représentée. Il y avait que Johanna Grisé pour les femmes, et pour les hommes, il y avait quand même Louis Bébé et Thomas Ramos dans le top 15. Bon, c'est fini pour l'épisode de cette semaine. On se retrouve dans 15 jours. On parlera un peu plus de top 14, de PCR aussi qui aura commencé. Et on fera un point sur l'élite 1 qui est un petit peu déjà bousculée dans son classement. Donc, on aura pas mal de choses à débriefer avec les garçons. Allez, à très bientôt tout le monde. Ciao tout le monde. Tu me dis au revoir, Théo? Ah oui, pardon, oui. Il nous a Salut à tous, ghosté. et on vous embrasse.